Je n'ai jamais cru que le monde ralentissait pour les vieux. On aime se raconter ça comme une petite berceuse pour apaiser la peur du temps qui passe. Les jours seraient plus doux, les gens plus patients, la vie plus simple. C'est faux. Plus je vieillis, plus je trouve que tout va vite. Les voitures, les décisions, les trahisons. Surtout les trahisons. Je m'appelle Henri Delacour, 74 ans, retraité, genoux grinçants et dos qui proteste chaque matin, mais la tête encore bien accrochée. J'habite dans une petite maison en périphérie de Lyon, un pavillon des années 60 avec un jardin que je m'obstine à entretenir, même si mon fils répète que ça fait vieux de s'occuper de ses rosiers. Mon fils, il s'appelle Marc. Quand il était petit, il courait pieds nus dans ce même jardin, les mains couvertes de terre, en criant « Papa, regarde !» pour chaque caillou un peu brillant. Aujourd'hui, il fronce les sourcils quand je marche trop lentement jusqu'à sa voiture. Il y a 3 jours, il m'a appelé en disant « Papa, tu peux passer à la maison cet après-midi? Le parquet du salon bouge, j'ai peur que tu trébuches dessus la prochaine fois. Tu pourrais regarder, toi qui t'y connais. » Le ton était poli, presque aimable, alors j'y suis allé. Ils vivent à Saint-Priest, dans un lotissement récent, façade crépi beige, volets gris anthracite, petits carrés de gazon bien tondus comme dans les magazines. Une maison comme on en construit partout maintenant, sans histoire, sans mémoire, mais avec une cuisine ouverte et un îlot central pour poser les bouteilles de vin quand les amis viennent. Quand je suis arrivé, j'ai aperçu par la baie vitrée Marc avec un verre à la main et Camille, ma belle-fille, rigolant avec un couple d'amis que je ne connaissais pas. Elle, lunettes fines, toujours un peu trop apprêtée pour rester chez elle. Eux me voyaient comme un meuble un peu encombrant qu'on ne sait plus où mettre. Marc est venu m'ouvrir d'un air pressé. « Ah, ça y est, t'es là, viens, c'est par là !» Pas de « ça va », pas de bise, juste un geste de la main comme on ferait à un plombier. Le parquet du salon était effectivement un peu gonflé près de la baie vitrée, un truc que j'avais déjà réparé 1000 fois dans ma vie, dans des appartements bien pires que celui-là. Je me suis approché, je me suis penché, j'ai posé le pied pour voir où ça bougeait. Je connaissais la manœuvre par cœur, sauf qu'on oublie qu'à 74 ans, l'équilibre est un partenaire capricieux. Mon talon a glissé d'un coup sur le bois lisse. Le plancher a cédé juste ce qu'il fallait pour me déséquilibrer. Mon autre jambe n'a pas suivi. J'ai senti mon genou lâcher, mon dos se vriller, ma main chercher en l'air un appui qui n'existait pas. Et dans un claquement sec, je me suis retrouvé à plat sur le sol, le souffle coupé, un éclair de douleur qui est remonté le long de mes côtes. Le genre de chute qui vous rappelle que le temps ne vous appartient plus entièrement. Pendant quelques secondes, je n'ai rien entendu d'autre que le sang qui battait dans mes oreilles. Puis la voix de Marc. Pas paniqué, pas inquiète, hilar. Alors, ça y est, le vieux parquet a décidé de flinguer le vieux proprio. Un éclat de rire franc. Pas un rire nerveux, un rire qui sort du ventre, celui qu'on réserve normalement aux blagues vraiment drôles. Je me souviens avoir lentement tourné la tête vers lui. Je m'attendais à voir un fils qui accourt, les yeux agrandis par la peur. J'ai vu un homme adossé au plan de travail, un verre à la main, qui secouait la tête comme si tout ça était une scène comique. « Tu vois, Camille » a-t-il lancé, « je t'avais dit que les vieux devraient rester chez eux. Un jour, il va nous faire un procès parce qu'il aura raté une marche. » Camille est apparue dans l'encadrement de la porte, torchon à la main, l'air vaguement agacé, plus que choqué. « Il s'est fait mal » a-t-elle demandé sans avancer. Je me suis forcé à m'asseoir en serrant les dents. Mon coude me lançait, mes côtes aussi, la pièce tournait un peu. « Ça va, ai-je lâché, la voix rauque. Je me suis juste un peu raté. » « T'aurais dû nous attendre, papa, » a dit Marc amusé. « À ton âge, on ne joue plus les bricoleurs. Les vieux devraient rester chez eux, sérieux. Laisse les choses aux jeunes maintenant. » Une petite phrase, jetée comme ça, dans l'air. Elle est restée suspendue entre nous, lourde comme du plomb. Je n'ai rien répondu. Pas tout de suite. J'ai senti mes joues chauffer, pas à cause de la chute, mais de la honte. Pas seulement parce que j'étais par terre, mais parce que mon propre fils trouvait ça drôle. Camille a haussé les épaules. « Tu veux un Doliprane » a-t-elle demandé, comme si je m'étais cogné contre le coin d'un meuble en rangeant des jouets. J'ai secoué la tête. « Non, merci, je vais rentrer. »« Déjà » a dit Marc faussement surpris. « On venait de commencer l'apéro. Et puis, tu vois bien, le parquet est dangereux pour toi. On fera venir un pro, laisse tomber. » Je me suis relevé avec difficulté, en m'accrochant à la table basse. Personne n'a tendu la main. Son ami m'a lancé un petit sourire gêné, celui qu'on donne à un inconnu qui vient de se ridiculiser. J'ai traversé le salon en silence.
Lily aurait couru vers moi, elle, si elle avait été là. Mais ma petite fille, Clara, était chez une amie, je crois, ou à un anniversaire. Elle n'avait pas vu son grand-père au sol comme un sac de pommes de terre. En sortant, j'ai entendu Marc dire derrière moi, en chuchotant à ses invités, « Je vous jure, à chaque fois qu'il vient, j'ai peur qu'il se casse quelque chose. Ça devient un poids, ce genre de truc. » Un poids. C'est drôle comme certains mots prennent un relief particulier quand on les entend au bon moment. Poids, fardeau, charge. J'ai fermé la porte doucement. J'aurais pu la claquer, mais ce n'est pas mon genre. Le claquement, c'est pour ceux qui ont encore besoin de prouver qu'ils existent. Moi, je préfère le silence. Il coupe plus profond. Sur le chemin du retour, au volant de ma vieille Clio, mes mains tremblaient un peu. Pas à cause de la chute, c'était autre chose. Une sorte de vertige intérieur. Comme si la réalité avait glissé légèrement, vous savez, d'un cran à côté. Même paysage, mais plus à la même place. Je suis rentré chez moi, j'ai posé mes clés dans la petite coupelle en céramique près de la porte, celle que mon épouse avait achetée à un marché provençal il y a 30 ans, et je me suis laissé tomber dans mon vieux fauteuil du salon. Le tissu râpé sous mes doigts m'a paru plus rassurant que la maison moderne de Marc. Ici, au moins, chaque rayure avait une histoire. Je venais à peine de fermer les yeux que mon téléphone a vibré sur la table basse. Un SMS de la banque. Alerte, une opération vient d'être effectuée sur votre compte joint. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette transaction, merci de contacter votre agence. Je n'ai pas tilté tout de suite. Un compte joint? Oui, celui que j'avais ouvert avec Marc il y a quelques années, quand il avait perdu son boulot et qu'il fallait l'aider à s'en sortir. À l'époque, ça me paraissait normal. On est père, on tend la main. On ne pense pas au jour où la main qu'on tend servira à se faire tirer. J'ai ouvert l'application. Un retrait, puis un autre, la veille. Des montants que je n'avais pas décidés, pas validés, pas même imaginés. Et, en bas de l'écran, une ligne en petits caractères. Demande de modification d'autorisation en cours de traitement. Modification d'autorisation, le genre de phrase qui ne dit rien tout en disant beaucoup trop. Je me suis redressé lentement, la douleur dans mes côtes soudain reléguée au second plan. Marc trouvait que les vieux devraient rester chez eux. Visiblement, il trouvait aussi qu'ils devraient lui laisser leur compte bancaire. Je suis resté longtemps ce soir-là dans mon fauteuil, sans rien dire, sans rien faire, à laisser cette idée tourner dans ma tête comme un caillot dans une machine à laver. On croit toujours que la trahison arrivera avec un grand bruit, un scandale, une gifle, des hurlements. Mais souvent, elle arrive comme ça, par une notification sur un écran. Le vrai choc, ce n'était pas de tomber sur son parquet, c'était de réaliser que ça faisait longtemps que j'étais déjà tombé de son estime. Je n'ai pas rappelé la banque ce soir-là, je n'ai pas rappelé Marc non plus. Je me suis contenté de murmurer, dans le silence de ma maison, « D'accord, mon garçon, on va voir jusqu'où tu veux aller. » Quand on a mon âge, on n'a plus forcément la force physique de tout encaisser. Mais il nous reste quelque chose de plus dangereux encore, le temps d'observer. Le lendemain matin, je me suis réveillé bien avant le réveil, avec cette impression étrange qu'on a les jours où on sait que quelque chose a changé sans pouvoir le formuler tout de suite. La lumière grise filtrée par les volets, la maison sentait encore le café d'hier et la cire du parquet que je m'obstinais à passer tous les dimanches. Je me suis levé en faisant attention à mes côtes, j'ai enfilé mon vieux gilet en laine et je suis allé dans la cuisine préparer du café. Mes gestes étaient mécaniques, précis, ceux d'un homme qui a répété le même rituel pendant décennies. Mais dans ma tête, rien n'était mécanique, tout était trop vif. La chute, le rire, la phrase, les vieux devraient rester chez eux. Le SMS, la mention « modification d'autorisation », le compte joint, mon fils. J'ai posé la cafetière sur le feu et pendant que l'eau montait, je me suis rassis à la table. L'application de la banque s'est ouverte sous mon pouce. Cette fois, j'ai fait défiler les relevés avec attention. Ligne après ligne, retrait après retrait, virement après virement. Ce n'était pas seulement quelques courses ou un dépannage, c'étaient des sommes régulières, parfois petites, parfois très confortables, jamais monstrueuses, juste assez pour ne pas attirer l'attention si on ne regardait pas. Abonnements divers, clubs, travaux maison, services en ligne, dépenses courantes.
des mots flous, des catégories qui ne veulent rien dire. Mais les chiffres, eux, parlaient très bien. Je me suis rendu compte que, pendant longtemps, j'avais lu ces lignes sans les lire, par confiance, par paresse aussi peut-être. On ne veut pas voir ce qui dérange. J'ai refermé mon téléphone quand la cafetière a commencé à gargouiller. Je ressemblais peut-être à un vieux monsieur un peu fatigué, assis dans sa cuisine avec un bol devant lui. Mais à l'intérieur, quelque chose de dur était en train de se former. Une sorte de noyau solide, froid, que même les années n'avaient pas réussi à dissoudre. Je trempais mon morceau de baguette dans le café quand ça a frappé à la porte. 3 petits coups, pressés, mais pas agressifs. Je savais déjà que ce n'était pas Marc. Marc sonne comme on klaxonne. J'ai ouvert. Clara, ma petite fille, était là, sac à dos sur l'épaule, les cheveux en bataille comme toujours quand elle est pressée. « Papy, je peux entrer ?»« Évidemment, tu n'es pas obligé de demander, tu sais. » Elle a laissé tomber son sac dans l'entrée et est venue directement me serrer dans ses bras. Elle a l'odeur des adolescents d'aujourd'hui, mélange de shampoing sucré et de désodorisant bon marché. « T'étais pas bien hier, hein ?» Elle a murmuré contre mon pull. « Qui t'a dit ça ?»« Bah, tu es parti tôt et papa est revenu dans le salon en disant que t'avais failli te tuer sur le parquet. » Il rigolait encore. Elle s'est reculée pour me regarder, les yeux plissés. C'était pas drôle. Non, ce ne l'était pas. Je me suis un peu fait mal, c'est tout, ai-je dit, mais ça ira. Elle s'est assise en face de moi, a pris une gorgée de café sans demander et a fait la grimace. « Tu devrais mettre du sucre, papy, on dirait du goudron. » Je me suis surpris à sourire. « Tu devrais aller en cours, surtout. » Elle a enjambé la remarque d'un haussement d'épaule. « Je voulais te parler avant. Papa est bizarre en ce moment. » Cette phrase-là, elle m'a traversé comme une aiguille. Bizarre comment ? Clara a commencé à jouer avec la anse de son bol. Il râle tout le temps, surtout quand il parle de toi. L'autre soir, j'étais dans l'escalier, il savait pas que j'écoutais. Il disait à maman que c'était plus possible, que tu coûtais trop cher, que tu piochais dans ses économies. Mes doigts se sont raidis sur le bord de la table. Ses économies, voilà comment il voyait mon argent, le fruit de ma vie de travail, ses économies. Et maman, ai-je demandé. Clara a haussé les épaules. Elle m'a rien dit au début. Après, elle a dit que ça la stressait aussi, tout ça, et qu'il fallait faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont parlé de papier, de signature. Il a dit un truc du genre « une fois qu'il aura signé, ce sera plus simple ». Une fois qu'il aura signé. Des mots aussi innocents que mortels. J'ai senti mon cœur ralentir. Quand on vieillit, on croit qu'on va tout prendre plus mollement. Mais certaines phrases font l'effet d'un seau d'eau glacée, peu importe votre âge. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» ai-je demandé. Elle a relevé les yeux, hésitante. « Je pense qu'ils ne te parlent pas comme ils devraient, et qu'ils ont tort de croire que tu ne comprends pas. T'es pas tout vieux dans ta tête, tu vois ?» Elle chercha ses mots, mal à l'aise. « T'es juste... toi ?» ?»« Juste moi, ai-je répété. C'était peut-être la plus belle chose qu'on m'avait dite depuis des années. Elle a regardé l'heure sur son téléphone. « Je dois y aller. Je voulais juste que tu saches. J'aime pas quand ils parlent de toi comme s'ils devaient décider pour toi. » Je lui ai pris la main. « Merci de m'avoir dit tout ça, Claire. C'est courageux. » Elle m'a serré les doigts. « Promets-moi seulement de faire attention. Papa, il n'est pas lui-même en ce moment. »« Je te promets, ai-je dit. » Quand elle est partie, mon appartement a retrouvé son silence. Mais ce n'était plus le même silence. Avant, c'était un silence de résignation. Là, c'était un silence de préparation. Je suis resté un long moment devant la table, à regarder le bol vide, le café refroidi, la chaise encore un peu poussée en arrière. L'endroit où ma petite fille, 16 ans, venait de jouer le rôle que son père aurait dû tenir. Je me suis levé, j'ai pris ma veste, j'ai attrapé le classeur où je rangeais mes documents importants, assurance, retraite complémentaire, RIB, vieux relevé, et je l'ai posé sur la table du salon. Ce n'était plus le moment de fermer les yeux, ce n'était plus le moment d'espérer que Marc allait se calmer ou revenir à la raison. Ce temps-là était passé. Il était temps de regarder les choses en face, comme on regarde un chauffage en panne en plein hiver. Ça ne sert à rien de râler, il faut mettre les mains dedans. Je savais déjà où j'irais après avoir remis un peu d'ordre dans mes papiers. À la banque, puis chez mon notaire, et peut-être, plus tard, chez mon fils. Mais cette fois,
Il ne s'agirait pas d'un père qui s'excuse de déranger. Ce serait un homme qui vient reprendre ce qui est à lui. Le jour suivant, je suis entré dans l'agence bancaire du centre-ville avec la sensation étrange de pénétrer sur un champ de bataille silencieux. Les murs blancs, les affiches colorées qui promettaient des projets de vie, les petits fauteuils où des clients patientaient en regardant leur téléphone, tout paraissait banal. Mais pour moi, chaque détail vibrait d'une tension particulière. Un jeune conseiller à l'accueil, barbe soigneusement taillée, chemise trop ajustée, m'a souri d'un air professionnel. « Bonjour monsieur, je peux vous aider ?»« Je voudrais voir quelqu'un pour mon compte joint, ai-je répondu. « C'est urgent. » Il a tapoté sur son clavier. « Vous avez un rendez-vous ?»« Non, mais j'ai un problème. » Il a dû voir quelque chose dans mon regard, parce qu'il n'a pas insisté. « Madame Lefebvre est disponible. Je vais voir si elle peut vous recevoir tout de suite. » J'ai déjà eu affaire à elle 2 ou 3 fois. Une femme d'une quarantaine d'années, sérieuse, un peu trop speed parfois, mais toujours polie. Elle m'appelle Monsieur de la Cour, avec ce ton où on sent un mélange de respect et de pitié. Quelques minutes plus tard, je me suis assis dans son bureau vitré, face à un écran où défilaient probablement les chiffres de ma vie. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» a-t-elle demandé. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai tourné l'écran vers elle. J'ai reçu ça, et je n'ai rien demandé. Elle a lu la notification, puis a cliqué sur son clavier. D'accord, je vais regarder ce qu'il en est. Elle a parcouru mon dossier, les sourcils qui se fronçaient au fur et à mesure. Je vois en effet plusieurs opérations récentes sur votre compte joint avec... Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. Avec votre fils, Marc de la Cour. Oui, ai-je dit, je ne conteste pas les opérations qu'il a faites quand il était au chômage, on s'était mis d'accord. Mais là, je vois des choses que je ne comprends pas. Et surtout, je vois cette histoire de modification d'autorisation. Elle inspira doucement, le genre de respiration qu'on prend avant d'annoncer quelque chose qui va déplaire. Monsieur de la Cour, il y a effectivement eu une demande de modification de votre compte, déposée il y a quelques jours. Quel type de modification ? Une extension de procuration, a-t-elle expliqué. Votre fils a demandé à devenir titulaire principal pour certaines décisions. Cela lui aurait donné davantage de liberté pour gérer le compte, notamment sans votre double validation pour certaines opérations. Et c'est passé ? Non, dit-elle. Nous avons besoin de votre signature. Tant que vous ne signez pas, la demande reste en attente. Je l'ai regardé dans les yeux. Et toutes ces opérations-là. Je désignais l'écran où des lignes de chiffres s'alignaient. Elle les a fait défiler. Elles ont été faites avec sa carte. Sur un compte joint, chacun des titulaires a le droit de disposer des fonds. Juridiquement, la banque ne peut pas refuser tant que le compte n'est pas à découvert ou en anomalie. Donc, il peut vider le compte sans me demander mon avis, ai-je résumé. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Techniquement, oui. Techniquement. C'est un mot intéressant. Il est pratique. Il permet d'éviter de dire « c'est injuste ». Vous avez remarqué quelque chose d'anormal dans ces opérations ? A-t-elle demandé. J'ai remarqué, ai-je répondu lentement, que mon fils se paie un club premium à 150 € par mois avec ce compte, qu'il fait des retraits réguliers à des automates près de chez lui et qu'il n'a pas jugé utile de m'en parler. Elle a fait défiler encore. Il y a également eu plusieurs paiements pour des travaux, des achats en ligne et une demande d'augmentation des plafonds de cartes. Sans mon accord. Oui, mais sur un compte joint, ce n'est pas illégal. Ce qui pose question, c'est la demande d'extension de ses pouvoirs de gestion sans vous informer clairement. Nous avons des procédures en place pour ce type de situation. Elle a tourné l'écran vers moi pour que je voie la demande d'autorisation. Le formulaire portait son nom, sa signature et plusieurs petites cases cochées. Gestion des opérations à distance, possibilité de modifier certains paramètres, pouvoir de réaliser des opérations importantes en votre nom. Je me suis entendu demander d'une voix étonnamment calme « En mon nom, ça veut dire quoi exactement ?» Dans certains cas, a-t-elle répondu, cela peut permettre, avec d'autres documents, de plaider en faveur d'une forme de représentation si vous deveniez considéré comme vulnérable. Cela reste encadré, bien sûr, mais... Elle a laissé sa phrase se dissoudre. Je n'avais pas besoin de plus. Marc voulait que je sois officiellement considéré comme fragile, comme quelqu'un pour qui il faut décider, quelqu'un qu'on met en haut d'un dossier, au milieu d'autres vieux noms, avec écrit en capital « Personne vulnérable ».
Je me suis adossé à la chaise, les yeux fixés sur un point invisible derrière son épaule. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a dit doucement « Monsieur de la Cour, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans la gestion de vos finances ?» C'était sa façon polie de demander « Est-ce que quelqu'un profite de vous ?» Je me sens en sécurité avec moi-même, ai-je répondu. Avec mon fils, de moins en moins. Elle a hoché la tête. Voilà ce que je peux vous proposer, a-t-elle dit. Nous pouvons geler temporairement certaines fonctionnalités du compte, le temps de clarifier la situation. Vous pouvez aussi demander la suppression de la cotitularité et transférer vos fonds sur un compte à votre seul nom. Nous pouvons également rédiger un signalement interne pour abus de faiblesse présumé. Ce ne sera pas une plainte, mais un élément de traçabilité si un jour vous en avez besoin. Et si je fais tout ça, ai-je demandé, quel est le risque? Elle a souri tristement. Le risque? Des tensions familiales. Mais elle semble déjà là, non? Oui, elle l'était. Je ne veux pas décider dans la précipitation, ai-je dit. Je vais réfléchir, mais je voulais savoir exactement où j'en étais. C'est très bien, a-t-elle dit. Et si je peux me permettre, mieux vaut réfléchir tant que c'est vous qui le pouvez. Cette remarque-là, je ne l'oublierai jamais. Je suis sorti de la banque avec un dossier imprimé sous le bras. Tous les relevés des 6 derniers mois, toutes les traces des demandes de modification, les faits, noir sur blanc, les chiffres, froids et implacables. Le soleil m'a ébloui en sortant, mais ce n'était pas seulement la lumière extérieure. C'était aussi ce moment précis où on arrête de soupçonner et où on sait. Mon fils n'agitait pas les bras dans le vide. Il tirait, méthodiquement, sur le fil de ma vie. En rentrant chez moi, j'ai posé les feuilles sur la grande table du salon, là où autrefois on étalait les cartes routières avant de partir en vacances, ma femme et moi. Aujourd'hui, c'était une autre sorte de voyage que je préparais. J'ai pris un stylo, un bloc-notes et j'ai commencé à écrire, date par date, montant par montant, annotation par annotation. Au début, ma main tremblait un peu, puis elle s'est stabilisée. J'étais en colère, oui, mais surtout, j'étais lucide. Et ça, je crois, Marc ne l'avait pas prévu. La première fois que Marc est venu chez moi après cette visite à la banque, ce n'était pas prévu non plus. Je n'avais pas eu le temps de digérer, pas eu le temps de ranger les relevés. Ils étaient toujours étalés sur la table, entourés de mes annotations. J'étais en train de faire chauffer de l'eau pour des pâtes quand j'ai entendu sa voiture se garer devant la maison. Le bruit du moteur, la portière qui claquait trop fort, ses pas pressés sur le chemin de gravier. Il a à peine frappé avant d'entrer. « Papa ?» ?»« Dans la cuisine, ai-je répondu. Il est apparu dans l'encadrement de la porte, un sourire collé sur les lèvres, trop large, trop lisse. « Je passais dans le coin, je me suis dit que j'allais voir comment tu allais depuis ta gamelle de l'autre jour, a-t-il dit. « Ça va, pas trop cassé ?» Je l'ai regardé un instant avant de répondre. « Je me remets, toi aussi j'espère. » Il a eu un petit rire. « Moi? Oui, ça va, pourquoi ça n'irait pas ?» Il s'est servi un verre d'eau, comme s'il était chez lui, ce qui, dans sa tête, était doucement en train de devenir vrai. « Au fait, a-t-il ajouté, tu as ajouté un œil au papier que je t'ai laissé la semaine dernière. C'est juste des trucs pour la banque et la mutuelle, rien de bien méchant. Faut qu'on organise tout ça pendant que t'es encore tranquille, après ce sera le bazar. » J'ai essuyé mes mains sur un torchon. Je les ai lus, oui. « Parfait, alors tu peux signer et on n'en parle plus. » a-t-il dit, en tendant la main comme si les documents allaient apparaître dans sa paume par magie. Je ne bougeais pas. « Tu sais ce qu'il y avait dedans ?» ai-je demandé calmement. Il a haussé les épaules. « Ben, les trucs habituels, que je puisse t'aider pour tes papiers si un jour... Enfin, voilà. Si un jour je perds la tête, c'est ce que tu veux dire. » Il a souri, un sourire gêné. « Papa, arrête, ne le prends pas mal. On ne rajeunit pas. Tu oublies déjà parfois où tu mets tes clés. C'est normal, on anticipe. » « On ? Camille et moi, a-t-il répondu un peu agacé. « Tu te rends compte qu'on est les seuls à t'avoir autour? Si un jour il t'arrive un truc, ce sera pour nous le boulot, alors autant qu'on ait les mains libres. » Les mains libres. Ce qu'il voulait, c'était des mains libres dans mes poches. « Tu as déjà les mains bien libres sur le compte joint, non ?» ai-je dit tranquillement. Il s'est figé, juste une seconde, puis il a ouvert la bouche. « Je vois pas de quoi tu parles. Je parle des retraits. » Des dépenses, des augmentations de plafond, de la demande pour devenir titulaire principal. Son visage a changé. Le sourire a disparu, remplacé par une crispation. « La banque t'a raconté n'importe quoi », a-t-il commencé. « J'ai les relevés, ai-je coupé. J'ai les documents, j'ai les dates, j'ai les montants. » Il a mis quelques secondes à répondre. On sous-estime toujours la valeur du silence dans ce genre de moment. C'est là, dans le creux de ce qui n'est pas dit, que la vérité s'installe.
Et alors, a-t-il fini par lâcher? C'est un conjoint, c'est aussi mon argent. Je m'en suis servi pour la maison, pour Clara, pour nous. C'est ce qu'on avait dit. Tu t'en es servi pour ton club de sport, pour ton abonnement premium, pour des restaurants où je n'ai jamais été invité. Il a levé les yeux au ciel. Tu exagères. Non, ai-je dit, je lis. Il a planté ses mains sur le plan de travail. Tu sais quoi? C'est exactement pour ça qu'il fallait que je gère. Tu t'énerves pour rien, tu comprends plus les chiffres, tu mélanges tout. C'est pour te rendre service qu'on veut formaliser un peu les choses. Formaliser? Oui, les histoires de procuration, tout ça. Même le notaire de la famille de Camille lui a dit que c'était plus simple quand les parents vieillissent, qu'il faut préparer la suite, l'héritage, la maison. On fait ça pour toi. Toujours ce pour toi. On dirait presque une blague. Je l'ai regardé longuement. Tu veux préparer ma fin, ai-je corrigé, sauf que je suis encore là et j'ai encore mon mot à dire. Profites-en pour signer tant que tu peux, a-t-il lâché d'un ton mi-moqueur, mi-agacé. Cette phrase-là, il ne l'a pas vue sortir de sa bouche. Moi, si, je l'ai rangée soigneusement dans un coin de ma mémoire. Je ne signerai rien, ai-je dit. Tu ne peux pas faire ça, il a protesté. Tu compliques tout. Je ne complique rien, ai-je répondu. Je refuse simplement de disparaître de ma propre vie avant l'heure. Il a soufflé bruyamment, comme un gamin de 15 ans à qui on vient de refuser une sortie. « Tu te rends compte que tu vas tout foutre en l'air » a-t-il dit. « Tu sais, papa, à force de refuser l'aide des autres, tu vas vraiment finir par te casser la figure. Et là, il sera trop tard. » Je l'ai laissé parler. Je voulais qu'il dise le fond de sa pensée, qu'il me montre jusqu'où il était prêt à aller. Quand il a fini son petit discours, je suis simplement allé couper le gaz sous la casserole. « Tu restes manger » ai-je demandé calmement. Il m'a regardé, surpris. « Non, j'ai pas le temps. J'ai rendez-vous à la banque, justement, pour voir pourquoi ma carte a été plafonnée. T'as fait quelque chose ?»« Pas encore, pensais-je. »« Non, ai-je répondu, pas encore. » Il a quitté la maison en claquant la porte, sans un au revoir. Je suis resté un moment à regarder le battant qui vibrait encore légèrement. Puis j'ai remis de l'eau à chauffer. J'avais un autre rendez-vous à prendre, pas avec un fils borné cette fois, avec quelqu'un qui connaissait les lois mieux que lui. Mon notaire, Maître Bernard. Je le connais depuis plus de 30 ans. Il avait encore des cheveux quand je lui ai confié la première fois la signature d'un compromis de vente. À l'époque, c'est moi qui lui avais donné des conseils pour rénover sa cuisine. Le temps passe, mais certaines alliances restent. Dans son étude, il y avait toujours cette odeur mêlée de papier, d'encaustique et de café. Ça me rassurait presque autant que la petite plaque en laiton sur la porte où était gravé son nom. « Henri » a-t-il dit en se levant pour me serrer la main. « Quelle bonne surprise! Qu'est-ce qui t'amène? Ne me dis pas que tu veux te remarier, je ne tiendrai pas le choc. » Je me suis assis en souriant à moitié. Non, c'est plus sérieux que ça. Je lui ai raconté, pas seulement la banque, pas seulement les prélèvements. J'ai parlé des petites phrases, du rire, du « les vieux devraient rester chez eux », du regard de Clara, des discussions surprises dans l'escalier, des papiers qu'on avait essayé de me faire signer en douce. Ma voix s'est parfois brisée, mais je n'ai pas pleuré. Pas devant lui, il n'était pas là pour ça. Il était là pour poser des mots juridiques sur ce que mon cœur avait déjà compris. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, un risque d'abus de faiblesse, a-t-il expliqué après m'avoir écouté longuement. Même si, pour l'instant, tu n'es pas faible du tout. Justement, c'est maintenant qu'il faut agir. Qu'est-ce que je peux faire ? Beaucoup de choses, a-t-il répondu, à commencer par reprendre le contrôle de tes comptes. Tu peux demander à ta banque de supprimer la cotitularité, de transférer tes fonds sur un compte à ton seul nom et de signaler les opérations suspectes, ce que tu as déjà commencé à faire si je comprends bien. J'ai acquiescé. Ensuite, il faut revoir ton testament, tes procurations, tes mandats éventuels. Tu as déjà fait un testament, non ? Oui, il date d'après la mort de Jeanne. J'avais réparti l'essentiel entre Marc et Clara, avec une réserve pour une association. Tu peux le modifier, a-t-il dit. Ce n'est pas gravé dans le marbre, et au vu de ce que tu me racontes, je te le conseille vivement. Tu peux aussi rédiger un mandat de protection future. C'est toi qui décides à l'avance qui s'occupera de toi si un jour tu n'es plus en état de le faire, et ce ne sera plus Marc si telle est ta volonté. Il parlait calmement, mais ses mots avaient le poids d'un marteau.
Et la maison, ai-je demandé. Tu en es pleinement propriétaire, a-t-il rappelé. Si tu veux la transmettre à Clara plutôt qu'à ton fils, c'est possible. Il faudra prévoir les choses finement pour respecter la réserve héréditaire, mais il y a des moyens. Tu peux, par exemple, faire une donation avec réserve d'usufruit, ou structurer la succession pour que Marc ait le strict minimum. Rien ne t'oblige à récompenser son comportement. Je suis resté silencieux un moment. Couper mon fils de mon héritage, même en partie, ce n'était pas rien. Ce n'était pas un caprice, c'était une fracture dans une histoire commencée bien avant sa naissance, dans une lignée où l'on transmettait toujours un peu plus que ce qu'on avait reçu. Je n'ai pas envie de me venger, ai-je murmuré. Ce n'est pas de la vengeance, a répondu maître Bernard doucement, c'est de la protection, de toi, de ce que tu as construit, et peut-être, d'une certaine manière, de lui aussi. Les gens qui n'ont pas de limite deviennent dangereux. Je l'ai regardé signer quelques pages, ajouter des annotations, sortir des modèles de documents. « Tu as toujours été le type le plus raisonnable que je connaisse », a-t-il ajouté avec un petit sourire. « Si toi, tu viens me voir pour un truc pareil, c'est que ton fils a vraiment dépassé les bornes. » Nous avons passé plus d'1 heure à tout revoir. Mon testament, mes procurations, la clause de mon assurance vie, les dispositions en cas de perte d'autonomie. Ligne après ligne, nous avons effacé Marc de là où il n'avait plus rien à faire, sans rage, sans cri, juste avec la froide détermination de quelqu'un qui rebouche les trous dans un barrage. À la place, un autre nom apparaissait, Clara, ma petite fille, celle qui venait me voir le matin avant d'aller au lycée, celle qui s'inquiétait pour moi plus que son propre père. En sortant de l'étude, les papiers signés bien rangés dans une chemise cartonnée, je me suis senti plus léger et plus lourd à la fois. Plus léger parce que je n'étais plus en train de subir. Plus lourd parce que je venais de prendre une décision qu'aucun père ne rêve de prendre. Le jour de mon anniversaire est arrivé peu après, enveloppé d'un faux vernis de fête. C'était Marc qui avait insisté pour organiser quelque chose. Un dîner en famille, quelques voisins, les beaux-parents de Camille, 2 ou 3 couples d'amis. « On va marquer le coup, tu te rends compte, 75 ans », avait-il dit au téléphone avec un enthousiasme un peu forcé. « Tu ne vas pas nous faire le coup de rester tout seul devant Question pour un champion quand même ». Je n'avais pas envie d'aller chez lui, mais je n'avais pas envie non plus de passer la soirée seul à regarder mes papiers. Alors, j'ai dit oui. Je suis arrivé un peu en avance, une bouteille de vin dans une main, un sac avec une tarte de la boulangerie dans l'autre. Un réflexe de vieux français, on ne vient pas les mains vides, même chez son fils. À travers la baie vitrée du salon, j'ai vu la table déjà dressée, nappe blanche, verre aligné, assiette bien espacée. On aurait dit un catalogue de chez Maison du Monde. Il manquait juste un peu de chaleur. Lorsque Marc m'a ouvert, j'ai senti tout de suite son agacement. Un truc léger mais perceptible. Il m'a embrassé en vitesse, une tape sur l'épaule, comme on le fait pour le collègue sympa du bureau. « Ça va, papa? Tu as trouvé facilement ?»« Je connais encore la route, tu sais, » ai-je répondu. Il a pris la tarte, a commenté d'un air léger que c'était pas nécessaire, mais bon, les pâtisseries de chez Martin sont bonnes. Puis il m'a entraîné à l'intérieur. Les invités arrivaient par petits groupes. Ça parlait boulot, prix de l'essence, école privée, météo. Camille virevoltait entre la cuisine et le salon, un sourire accroché aux lèvres, surveillant chaque détail comme une hôtesse parfaite. Clara m'a repéré de l'autre côté de la pièce et m'a fait un signe discret. Elle avait posé un set de table à côté du sien, une serviette, pliée comme elle le faisait quand elle était petite, en forme de bateau. Mais quand tout le monde s'est enfin dirigé vers la table, Camille a posé sa main sur mon bras. « Ah, Henri, on t'a mis là-bas » a-t-elle dit gaiement, en désignant le bout de la table, près du mur. « Comme ça, tu seras tranquille, tu pourras te lever si tu as besoin de bouger un peu. » Le bout de la table. Une petite chaise, pas assortie aux autres, un peu plus basse, un peu à l'écart. Clara m'a lancé un regard assassin par-dessus la table. Je me suis assis sans protester. J'aurais pu dire que je préférais être au milieu, que c'était mon anniversaire, que je n'étais pas un meuble qu'on pousse contre le mur pour gagner de la place. Mais ce soir-là, j'avais besoin de voir jusqu'où ils étaient capables d'aller. Le repas a commencé. Entrée, plat, vin qui coûte trop cher pour ce qu'il est, les conversations s'accrochaient à moi de temps en temps, comme par obligation, puis repartaient immédiatement se heurter au centre de la table, là où Marc trônait, très à son aise.
À un moment, le beau-père de Camille a demandé ce que je faisais de mes journées maintenant que je n'avais plus de responsabilité. J'ai souri. Je m'occupe de mon jardin, ai-je dit. Je lis, je fais mes comptes. Je suis presque sûr que Marc a tiqué sur mes comptes. Vers la fin du plat principal, il s'est levé en tapotant son verre avec son couteau. Un petit mot quand même, a-t-il annoncé, déjà hilar avant d'avoir commencé. Il faut bien marquer le coup. Papy a 75 ans aujourd'hui. On ne sait pas combien de fois on pourra encore fêter ça, hein? Quelques rires gênés autour de la table. Non, mais franchement, a-t-il continué, faut reconnaître un truc à mon père. Il tient encore debout, enfin la plupart du temps. Sauf quand il décide de tester la solidité de mon parquet, hein, papa? Cette remarque-là a fait plus rire. C'est toujours plus simple de rire aux dépens de quelqu'un d'autre en groupe. Je vous jure, a-t-il enchaîné, un jour il va nous faire un procès parce qu'il aura glissé sur un carreau de carrelage. Les vieux maintenant, on n'a plus rien dire, mais par contre ça peut vous ruiner en 2 secondes. Camille a rigolé à moitié en lançant un « Marc » mou, sans conviction. Les autres ont suivi, certains un peu mal à l'aise, d'autres franchement amusés. Je n'ai pas bougé. J'ai gardé mon verre entre mes doigts. J'ai senti les yeux de Clara sur moi. Quand j'ai tourné la tête, je l'ai vue, serrant sa serviette au point de blanchir les phalanges. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai glissé la main discrètement pour y jeter un œil, sous la table. Une notification s'est affichée. Alerte bancaire, opération refusée, tentative de retrait dépassant les capacités du compte. J'ai failli éclater de rire, pendant qu'il se moquait de moi devant tout le monde, pendant qu'il imitait ma démarche, pendant qu'il faisait des blagues sur les vieux qui devraient rester chez eux. Sa carte, quelque part dans un distributeur ou sur un site, venait d'être rejetée. La banque avait déjà commencé à resserrer la vis. J'ai reposé mon téléphone, un sourire qui n'avait rien de joyeux au coin des lèvres. Marc a levé son verre. Allez, à la santé du patriarche, qu'il reste encore debout quelques années, mais qu'il ne touche plus à mon parquet. Tout le monde a répété « à la santé du patriarche », plus par réflexe que par conviction. Clara n'a pas levé son verre. Elle me regardait. Je lui ai fait un signe minuscule, un hochement de tête presque imperceptible, une promesse silencieuse. Ça ne va pas rester comme ça. Je n'ai pas répondu. Pas de discours, pas de pique, pas de petites phrases humiliantes en retour. J'ai laissé Marc triompher, se gorger de sa supériorité, se perdre dans le confort de sa petite scène. Parce qu'au fond, il fallait qu'il soit au sommet pour vraiment sentir la chute. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, les étoiles perçaient à peine dans le ciel. L'air était frais, mes os me faisaient mal, mais j'avais dans la poitrine une chaleur étrange, solide. Sur la table, mes papiers m'attendaient. Un courrier de la banque, un mail imprimé, la procédure de suppression du compte joie, le nouveau RIB de mon compte à moi seul, les documents de Maître Bernard. Je me suis assis et j'ai tout relu, lentement, ligne par ligne. Je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit-là, pas parce que j'étais angoissé, parce que j'étais en train de dire adieu à une certaine idée de la paternité. Le lendemain matin, je me suis présenté à la banque de bonne heure. Madame Lefebvre m'attendait, comme si elle savait que j'allais venir. « Alors, vous avez pris une décision ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. Je veux supprimer la cotitularité et transférer mes fonds. Je veux être le seul à avoir accès à mon argent. Et je veux que le signalement d'abus de faiblesse soit acté. » Elle a hoché la tête. « Très bien, je vais lancer la procédure. Vous devrez signer quelques documents. » Je les ai signés un par un. Chaque paraphe était une petite coupure, mais aussi une suture. Elle a tapoté sur son clavier, une fenêtre de validation s'est affichée, une barre de progression a couru de gauche à droite. « Voilà », a-t-elle fini par dire, « le compte est figé, votre fils n'a plus accès. Vos fonds sont ici, sur ce nouveau compte, uniquement à votre nom. » Elle m'a tendu un papier. Et ceci, c'est le numéro de dossier pour notre signalement interne. Il y a noté que vous avez constaté des opérations non conformes à votre intention et des tentatives d'extension de pouvoir sans votre accord. Si un jour il y a litige, ce document pourra être utile. Je l'ai pris. Merci. Je peux vous poser une question, a-t-elle demandé. Allez-y. Vous êtes étonnamment calme. La plupart des gens dans votre situation sont très bouleversés. Je l'ai regardé. J'ai déjà eu le choc, ai-je dit, quand j'ai compris. Maintenant, je répare. Elle a souri tristement.
Je vous souhaite bon courage. Et n'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de quoi que ce soit. En sortant, mon téléphone a vibré. Un message de Marc. Tu peux m'expliquer pourquoi ma carte est refusée partout? La banque dit qu'il y a une enquête sur le compte. Qu'est-ce que t'as encore fait? Encore. Ce petit mot qui dit qu'on est déjà coupable d'autre chose. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Je savais qu'il ne s'arrêterait pas là. Je croyais avoir quelques heures de répit. J'ai eu 35 minutes. C'est le temps qu'il lui a fallu pour débarquer chez moi, rouge de colère, les cheveux en bataille, la chemise froissée, comme s'il avait passé la nuit à se retourner dans son lit. Je l'ai vu arriver par la fenêtre du salon, sa voiture mal garée, la portière qui claque, ses pas rapides sur le trottoir. Il n'a pas sonné. Il a martelé la poignée et est entré comme un taureau. « Papa !» Je l'attendais, assis dans mon fauteuil, le dossier sur mes genoux. « Dans le salon », ai-je dit. Il s'est planté devant moi, essoufflé, les yeux brillants d'une panique qu'il essayait de maquiller en indignation. « Tu peux m'expliquer ce que t'as fait? Le compte est bloqué, la banque me demande des justificatifs, il parle d'abus, de je sais pas quoi, ma carte ne marche plus. Tu te rends compte de la situation dans laquelle tu me mets ?» Je l'ai laissé vider son sac. « Tu as gâché des années d'organisation en une matinée, a-t-il continué. On avait tout prévu, tout mis en place. Et toi, tu débarques à la banque, tu racontes je ne sais pas quoi, et maintenant c'est le cirque. » Je me suis penché en avant et ouvert le dossier et sorti les relevés, les demandes d'autorisation, les copies de documents. Je les ai posés sur la table basse, un par un. « Ce que j'ai fait, ai-je dit, c'est ça. » Il a baissé les yeux. Je l'ai observé lire. La couleur quittait peu à peu son visage. Les montants, les dates, les dépenses, la demande de modification d'autorisation, le formulaire pour me faire signer une procuration étendue. « Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il commencé. Je l'ai interrompu. C'est exactement ce que je crois. Il a essayé un autre angle. On avait un accord. Tu m'as mis sur ce compte pour qu'on puisse gérer les choses ensemble, pour que je t'aide. Tu l'as dit toi-même. Je t'ai mis sur ce compte quand tu n'avais plus de boulot et que tu n'avais plus que moi, ai-je rectifié, pour t'aider à traverser, pas pour t'installer dedans à vie. » Il a serré les dents. « J'ai payé des trucs pour toi aussi, a-t-il protesté. Tes médicaments, l'abonnement de ton téléphone, les courses quand tu râlais sur le prix du beurre. On fait comme si de rien n'était, alors qu'en vrai, c'est moi qui... » Ton problème, Marc, ce ne sont pas les fois où tu as payé pour moi. Ce sont toutes celles où tu as payé pour toi avec mon argent, en te persuadant que c'était la même chose. Il a écarté les bras, désespéré. « Mais c'est normal qu'un fils gère pour ses parents qui vieillissent. Tout le monde fait ça, papa. C'est la vie. » « Non, ai-je dit doucement. Ce qui est normal, c'est d'aider, pas de prendre la place. » Je me suis penché un peu plus, mes yeux accrochés aux siens. « Tu as essayé de faire quoi avec cette demande d'autorisation exactement ? » « Rien, c'est juste de la paperasse pour simplifier. Le banquier m'a dit que c'était mieux si un seul prenait les décisions. Tu ne veux pas passer tes journées au téléphone avec, si. Tu galères déjà avec ton smartphone. » Et cette petite phrase-là, ai-je continué comme s'il n'avait rien dit, que Clara a entendue l'autre soir quand tu disais à Camille « Une fois qu'il aura signé, ce sera plus simple. » Plus simple pour qui, Marc? Pour toi? Pour ton confort? Pour ton planning? Il a blêmi à l'évocation de Clara. Clara n'a rien à voir là-dedans, a-t-il grogné. Si, ai-je dit, elle a tout à voir. C'est elle qui m'a ouvert les yeux, pas toi. Quelque chose s'est fêlé en lui. Je l'ai vu hésiter, vaciller sur place, comme s'il se demandait encore s'il pouvait sauver la façade. Tu dramatises, a-t-il fini par lancer. Tu fais une montagne de 3 relevés bancaires. Tu étais en train de perdre pied. Je voulais juste éviter les emmerdes. Perdre pied, ai-je répété, comme quand je suis tombé dans ton salon. Il a serré les lèvres. Tu te souviens de ce que t'as dit? Ai-je repris. Les vieux devraient rester chez eux. Il a détourné le regard. C'était une blague. Non, ai-je dit, c'était un aveu. Tu ne me vois plus comme ton père, tu me vois comme un problème à régler, une chose encombrante qui menace ton confort, ton image devant tes amis, ton parquet, tiens. Je me suis levé lentement. Il a été surpris de me voir droit, solide, presque plus grand que lui pour la première fois depuis longtemps. « Tu veux que je te dise ce que t'as vraiment essayé de faire, Marc ?» ai-je demandé.
Il n'a pas répondu. Tu as essayé de m'effacer, doucement, administrativement, financièrement, symboliquement. Tu as commencé par faire des blagues sur mon âge, puis tu as utilisé mon compte comme si c'était le tien, puis tu as voulu me faire signer des papiers pour pouvoir décider à ma place le jour où je serais trop faible pour t'en empêcher. Je me suis approché d'un pas. Le problème, c'est que je ne suis pas encore trop faible. Il m'a regardé avec un mélange de colère et de peur. « Tu ne peux pas me faire ça », a-t-il fini par lâcher. « Sans moi, tu t'en sortiras pas. Tu vas finir par oublier de payer des trucs, te faire arnaquer par n'importe qui, signer n'importe quoi. C'est pour éviter ça que... » Pour éviter ça, ai-je coupé, je suis allé voir ta banque, mon notaire, et j'ai tout verrouillé. Sans toi. Il a vacillé. Tu as quoi ? Le compte joint n'existe plus. Tu n'as plus aucune procuration sur mes comptes. Tu n'es plus dans mon testament comme tu l'étais. Tu n'as plus ton mot à dire sur ma maison, ni sur mes soins, ni sur mes décisions, ni sur ma vie. Je ne crierai jamais, ce n'est pas mon style. Mais parfois, on trouve une voix tellement calme que l'autre comprend que le verdict est sans appel. « Tu n'as pas le droit », a-t-il répété, pathétique. « Je suis ton fils. » Justement, ai-je répondu, un inconnu n'aurait pas eu accès à tout ça. Il n'aurait pas eu la possibilité de me trahir de cette façon. Il faut être proche pour pouvoir enfoncer le couteau si loin. On aurait dit qu'il avait reçu un coup en plein ventre. Je me suis reculé d'un pas, lui laissant un peu d'air. « Tu sais ce qui m'a décidé, Marc ?» ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Ce n'est pas la banque, ni les montants, ni même les papiers que tu as essayé de me faire signer. Tout ça, on pourrait dire que c'est de la panique, de la maladresse, de la bêtise. On pourrait. » Je me suis levé un peu plus, redressé comme rarement ces dernières années. Ce qui m'a décidé, c'est ce moment où je me suis retrouvé par terre, chez toi, à me demander si je m'étais cassé une côte et où tu as choisi de rire, de faire une blague, de dire que les vieux devraient rester chez eux. Je l'ai pointé du doigt doucement. Là, j'ai compris que tu ne me voyais plus comme un homme, mais comme un problème. Il a reculé d'un pas, comme frappé. Je me suis entendu prononcer la phrase qui était née en moi le soir de mon anniversaire, quand ma poche vibrait avec le refus de sa carte. « Tu as ri quand je suis tombé, Marc. Je l'ai laissé respirer une seconde. Maintenant, c'est à ton tour de tomber. Et moi, je ne rirai pas. » Il s'est redressé, les yeux brillants. « Tu es en train de me couper les vivres, a-t-il craché. Tu vas nous mettre dans la merde. Le crédit de la maison, les charges, tout ça, tu crois que ça tombe du ciel? On comptait sur moi, ai-je dit, sur ce que j'ai mis de côté pendant que tu vivais ta vie, sur ma retraite, sur mon travail, sur mes choix, sans jamais me demander si j'étais d'accord pour que tu en fasses ton pilier. » Je me suis tourné vers la porte. « Tu veux un conseil, mon fils? Apprends à te tenir debout sans t'appuyer sur un vieil homme. » Il est resté là un instant, incapable de parler. Puis, quelque chose s'est brisé. Pas en moi, en lui. « Tu vas le regretter, a-t-il fini par lâcher. Un jour, tu vas avoir besoin de moi. » J'ai déjà eu besoin de toi, ai-je dit, le jour où je suis tombé, et le jour où j'ai compris ce que tu faisais avec mes comptes. Tu n'étais pas là, ou en tout cas pas comme un fils devrait l'être. Alors non, je ne crois pas que ce soit toi dont j'aurais besoin. Je lui ai désigné la sortie. Maintenant, tu vas partir, tu vas digérer tout ça, et un jour, peut-être, quand tu seras capable de regarder ton père sans voir un porte-monnaie ou un handicap, tu reviendras, et on parlera. Il est resté immobile encore quelques secondes, les yeux humides, la mâchoire serrée. Puis, il a tourné les talons. La porte d'entrée a claqué. Le bruit a résonné dans toute la maison. Je suis resté longtemps debout au milieu du salon, à écouter le silence se réinstaller. Ce n'était plus le silence d'avant. Il n'avait plus ce goût amer de résignation et de consentement forcé. C'était un silence propre, un silence nettoyé, un silence à moi. Les jours qui ont suivi ont été agités côté téléphone. Des appels de Marc que je n'ai pas toujours pris, des messages de Camille, tantôt accusateurs, tantôt larmoyants, des mails de la banque confirmant les modifications, des courriers de Maître Bernard me renvoyant les versions enregistrées de mon testament et de mes nouveaux mandats. Marc a essayé plusieurs approches. La colère d'abord. « Tu ne peux pas faire ça, tu es en train de détruire la famille. » La culpabilisation ensuite. « Camille est en larmes, Clara ne comprend pas, on ne sait pas comment on va faire pour le crédit. »
Le chantage affectif. Quand tu seras à l'hôpital, qui viendra te voir si ce n'est pas nous? Puis la supplication. Papa, j'ai exagéré, d'accord? On va remettre les choses à plat. Je gère l'argent, mais on discute. Reviens en arrière, s'il te plaît. Je répondais peu. Un simple « je ne reviens pas en arrière. Tu devras apprendre à faire sans ». Je ne voulais pas le détruire, je voulais le forcer à se regarder en face. Et puis un après-midi, alors que je lisais tranquillement sur mon fauteuil, j'ai reçu un message différent. De Clara. Papy, papa est odieux avec tout le monde en ce moment. Il dit que tu l'as trahi. Je sais que ce n'est pas vrai. Si tu veux, je peux passer après les cours. Je lui ai répondu « Viens, je serai sur le banc devant la maison ». À 17h, elle était là. Elle s'est assise à côté de moi, son sac de cours entre les jambes. On regardait les voitures passer dans la rue calme. « Il est en colère, hein ?» ai-je demandé. « Oui », a-t-elle dit, « mais il a peur surtout. Il parle de l'argent tout le temps. Il dit que tu l'as laissé tomber. Moi, je crois que c'est lui qui t'a laissé tomber. » Je l'ai regardé. 16 ans, les yeux clairs, déjà une lucidité que son père n'avait jamais eue. « Tu sais ce que j'ai fait, Clara ?» ai-je dit. « J'ai changé mon testament. » Elle a tourné la tête vers moi. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça veut dire que ce que j'ai construit, ce que ta grand-mère et moi avons accumulé, ce ne sera pas géré par quelqu'un qui me voit comme un poids. J'ai décidé que ce serait toi qui aurais la responsabilité de faire quelque chose de bien avec ça. Ses yeux se sont écarquillés. « Moi ? Mais papa va être fou. » Ton père récolte le résultat de ses actes, ai-je dit. Toi, tu récoltes le résultat des tiens. Quand tout le monde me traitait comme un vieux meuble, tu es venu me voir le matin avant les cours pour vérifier que j'allais bien. Tu m'as raconté ce qui se disait chez toi, tu m'as prévenu, tu m'as respecté. Ses lèvres ont tremblé. « Je ne fais pas ça pour l'argent, a-t-elle murmuré. « Je sais, ai-je répondu, c'est pour ça que je te le confie. » Elle m'a serré fort dans ses bras, la tête enfouie dans mon épaule. « Papa ne te le pardonnera jamais, a-t-elle soufflé. Peut-être, ai-je dit, mais je préfère qu'il m'enveille vivant que de lui avoir laissé les moyens de me piétiner. Le lendemain, Marc et Camille sont venus ensemble. Ils ont sonné cette fois. Quand j'ai ouvert, je les ai trouvés tous les deux sur le pas de la porte. Marc avait les traits tirés, Camille paraissait épuisée, le maquillage mal posé. « On peut entrer ?» a demandé Camille. « Vous pouvez, ai-je répondu, mais on va rester dans le couloir, ça suffira. » Ils se sont regardés. « Papa, a commencé Marc, ce que tu fais est disproportionné. Tu nous punis pour quelques erreurs, on voulait juste t'aider. » « Tu m'as aidé à ouvrir les yeux, c'est vrai, ai-je dit. Je te remercie pour ça. » Camille a pris la parole. « Tu te rends compte de tout ce que ça implique? Les impôts, la succession, la maison. On comptait sur une certaine logique. Les parents qui laissent à leurs enfants, pas à leurs petites filles directement. Tes décisions vont avoir des conséquences pour tout le monde. » « Les vôtres aussi, ai-je répondu, sauf que les miennes ne mettent personne à la rue. J'ai fait en sorte que vous ayez de quoi rebondir, simplement vous n'aurez plus accès à ce que vous pensiez déjà posséder. » Marc a serré les poings. « Tu vas le regretter, a-t-il répété. Peut-être, ai-je dit, mais toi, tu regrettes de ne pas avoir été plus discret. Si tu avais été moins gourmand, si tu avais mis un peu de chaleur dans tes paroles, si tu m'avais aidé une fois à me relever au lieu de rire, peut-être que je n'aurais jamais ouvert l'application de la banque, et nous n'en serions pas là. » Il n'a rien trouvé à répondre à ça. « J'ai une dernière chose à vous dire, ai-je ajouté. Je ne suis pas un vieux fou, je ne suis pas confus. Tous les documents que j'ai signés avec Maître Bernard l'ont été en parfaite connaissance de cause. S'il m'arrive quelque chose, c'est lui qui vous expliquera. Jusqu'ici, c'était toi que je désignais comme interlocuteur privilégié. Ce temps-là est fini. » Le prénom de Maître Bernard les a fait tiquer. Ça rendait tout ça trop concret, trop officiel. Ils ont reculé presque en même temps. « Bon, a dit Camille, on ne va pas rester, on a un rendez-vous. » Mensonge évident. « Au revoir, papa », a lâché Marc, d'un ton qu'il voulait sec, mais qui sonnait surtout brisé. « Au revoir », ai-je répondu. Je n'ai pas ajouté « mon fils ». Les mots ont leur poids. Tous ne méritent pas d'être employés à chaque fois. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis resté un moment immobile, la main encore sur la poignée. Puis je suis allé jusqu'à la fenêtre. Leur voiture a démarré. Ils ne se sont pas retournés. Je me suis servi un café et je me suis installé sur ma chaise près de la fenêtre, celle qui donne sur le petit carré de gazon et le rosier que Jeanne aimait tant. Mon téléphone a vibré une dernière fois ce jour-là. Un message de Clara. « Il est rentré furieux, il t'en veut. Mais moi, je suis fier de toi.
À plus tard, papy, je passerai quand il se sera calmé. Je lui ai répondu, je t'attendrai sur le banc, comme toujours, et ne t'inquiète pas, les tempêtes, j'en ai vu d'autres. J'ai posé le téléphone, senti la chaleur de la tasse dans ma main. Je repensais souvent à cette phrase, les vieux devraient rester chez eux. C'est peut-être vrai, mais ce que mon fils n'a jamais compris, c'est qu'un vieux chez lui, vraiment chez lui, maître de sa maison, de ses comptes, de ses décisions, est bien plus dangereux qu'il ne l'imagine, parce qu'il n'a plus rien à prouver, mais encore tout le pouvoir de dire non. Ce jour-là, en regardant la lumière de fin d'après-midi descendre doucement sur mon jardin, j'ai su une chose avec une clarté absolue. Je n'avais pas seulement protégé mes économies, j'avais récupéré ma place. Pas celle qu'on m'offre par pitié au bout d'une table trop longue, la vraie. Celle d'un homme qui, malgré ses genoux qui craquent et ses côtes douloureuses, décide encore de la direction du courant. Et si un jour je retombe, je sais déjà une chose. Ce ne sera plus sur le parquet de mon fils. Ce sera debout, jusqu'au bout, dans la maison que j'ai choisie, avec la petite fille que j'ai choisi de protéger, et avec la certitude tranquille d'avoir enfin refusé de me laisser ranger au fond du placard avec les vieilles choses dont on ne sait plus faire.